je dis un grand merci à la Fondation Pierre Fabre de nous donner cette opportunité. Et ici, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai notre équipe de Toulouse, mais des gens que j'avais rencontrés il y a beaucoup d'années. Et qu'on se retrouve tous ici. Et je crois que c'est le mérite de la Fondation Pierre Fabre. Et merci de mettre le Mali à l'honneur de cette rencontre. Donc, j'ai beaucoup de diapositives, mais je crois que je vais les défiler et faire un discours autour de ces diapositives pour vous parler de la démarche que nous avons adaptée au Mali, parce que 50 ans de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle, ce n'est pas en 20-25 minutes qu'on peut tout détailler. Voilà, merci. Le cadre est bien choisi et nous allons vous parler de 50 ans de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle au Mali. Pour le faire, voilà le plan. Vous pouvez comprendre que c'est détaillé, mais on va parcourir rapidement. Voilà. Donc, en termes d'introduction, une petite présentation du Mali pour ceux qui ne connaissent pas le Mali, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent le Mali. Voilà, le Mali, c'est ce pays qui est ici jaune, qui n'a pas d'accès à la mer, donc un pays au sud du Sahara, voilà, enclavé. Et donc, voilà quelques données démographiques sur le Mali. Les données, d'abord, c'était des données démographiques, et ça continue, données économiques, quelques données économiques, et pour venir au profil sanitaire du Mali. Le profil sanitaire du Mali, on a un certain nombre de pathologies encore qui sont prévalentes, paludisme, diarrhée, infection respiratoire, la malnutrition et de plus en plus les maladies non transmissibles, l'hypertension et le diabète. Et en termes d'accessibilité aux soins de santé, nous disons qu'il y a un praticien de la médecine conventionnelle pour un praticien, pour 100 praticiens de la médecine traditionnelle. Voilà un peu le contexte. Et le professeur Mamadou Koumaré, qui avait fait une étude, un professeur Cross, il a fait une étude, il dit qu'il y a un praticien de santé pour chaque 500 habitants. Une étude que nous avons menée, 10 praticiens de la médecine traditionnelle ont consulté en un mois 277 patients et la première cause était le paludisme. Voilà. Donc, dans ce contexte, la pyramide sanitaire, le profil sanitaire, le Mali s'est organisé en forme pyramidale, ça a été dit ce matin, et on a plus. Le premier niveau, c'est les centres de santé communautaires, où il y a la médecine conventionnelle. Deuxième niveau, c'est les centres de santé de référence. Deuxième niveau de référence, c'est les hôpitaux dans les régions. Et troisième niveau, c'est les hôpitaux, les centres hospitalo-universitaires. Mais avant tout ce système, on a les ressources de la médecine traditionnelle, les praticiens, les pratiques et les produits. Et dans la présentation de la médecine traditionnelle, nous avons, comme je disais, quand on regarde la pyramide sanitaire, officiellement, il n'est pas dit comment cette médecine traditionnelle doit intégrer la pyramide sanitaire du village au centre de santé communautaire. Alors que cette médecine traditionnelle est un réservoir encore pas exploité. On parlait tout ce matin de cela. Donc, c'est un réservoir qu'on peut exploiter et il y a une disponibilité des praticiens, des pratiques et des produits. La médecine traditionnelle constitue le premier recours de la majorité des Africains pour les soins de santé primaire. Le praticien de la médecine traditionnelle, il vit dans la communauté, il est conservateur des savoirs traditionnels, mais également, c'est avec lui que nous pouvons innover. Et les traitements, en majorité des cas, sont à base de plantes médicinales. Donc, et aujourd'hui, l'exploitation des ressources de la médecine traditionnelle est une recommandation des organisations, de l'Organisation mondiale de la santé, ça a été dit depuis Alma-Ata, et pour nous, il s'agit de l'amélioration de la santé des populations, nous disons, nécessite l'utilisation de toutes les ressources efficaces, disponibles, accessibles, acceptables et financièrement abordables. C'est ainsi que la stratégie
africaine, la stratégie de la région africaine de l'OMS, OMS Afro, demande l'intégration dans les soins de santé, toutes les pratiques qui ont fait la preuve de leur innocuité, de leur efficacité et de leur qualité. Et l'OMS dit qu'entend par intégration l'accroissement de la couverture en soins de santé par la mise en place d'un partenariat. Et je crois que c'est dans ce partenariat qu'il faut travailler entre les deux systèmes pour donner la santé. Et là, la situation de la médecine traditionnelle, donc il a été dit que ça fait 50 ans, et en 50 ans, les pères fondateurs de cette médecine traditionnelle, c'est déjà en 57. En 57 que Somine Dolo, qui, à l'indépendance du Mali, est devenu le ministre de la Santé, a dit qu'on ne peut pas donner la santé aux populations maliennes sans tenir compte de la médecine traditionnelle. Et donc, c'est ainsi qu'à l'indépendance, avec les pionniers comme le professeur Mamadou Koumaré, notre père académique, je suis content de rencontrer ici son maître, le professeur Cross, donc ont institué une recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle, et nous sommes devenus centre collaborateur de l'OMS, et nous avons évolué. Et aujourd'hui, dans le plan décennal au Mali, le plan décennal du développement socio-sanitaire, il y a tout un chapitre sur la médecine traditionnelle. Et depuis 2015, le Mali a été considéré comme un centre d'excellence de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle, s'occupant des études phytochimiques, pharmacologiques, toxicologiques, dans le cadre du programme de la médecine traditionnelle de l'Organisation ouest-africaine de santé, qui s'occupe de la santé de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et là, ce département, on a des points forts, donc c'est l'existence d'une structure de recherche au sein du ministère de la Santé, c'est un cadre réglementaire et également la mise au point de médicaments. Et voilà, il y a les textes qui existent sur la médecine traditionnelle. Et dans le plan décennal, je le disais tantôt, qu'on a des éléments. Et il y a d'autres points forts où nous avons un certain nombre d'inventaires et de sauvegardes de peuplement naturel, les associations de thérapeutes et la disponibilité des deux systèmes de travailler ensemble. Et là, ce département médecine traditionnelle qui est ici, qui a été construit sous budget d'État, plus de 500 millions sous budget d'État, se trouve à Bamako. Et ce département est organisé pour nous permettre de faire, depuis l'enquête ethnobotanique jusqu'au produit fini et à son utilisation par les patients. Service ethnobotanique qui s'occupe de la collaboration avec les tradipraticiens, la collecte des informations par les enquêtes ethnobotaniques. Ensuite, une fois que le matériel est identifié, les services sciences pharmaceutiques vont mener toutes les recherches précliniques et puis la mise au point de nouveaux médicaments et la production et les services sciences médicales. À ce niveau, les gens viennent en consultation et on prescrit les produits et ces niveaux également participent aux essais. Ensuite, on a des centres régionaux. Le centre le plus qu'on a eu grâce à la coopération italienne est à Bandiagara, la capitale du pays d'Ogon, et est spécialisé en maladies mentales. Voilà. Donc, le département a toujours eu la chance d'être dirigé par des enseignants-chercheurs, des pharmaciens, enseignants-chercheurs de pharmacognosie. Le professeur Koumaré, père à son âme, le professeur Aruna Keïta, le professeur Dissa Diallo, et aujourd'hui, il me revient de tenir ce flambeau. Voilà. Donc, quelle approche mes pères académiques ont adoptée, mes prédécesseurs ont adopté? Nous avons adopté la question des MTA. Ces phytomédicaments traditionnels améliorés qui peut faciliter la communication avec le système de santé et qui peut constituer un apport spécifique des ressources de la médecine traditionnelle, l'amélioration des soins. Et donc, c'est là que nous avons opté de nous intéresser en tant que des pharmaciens aux produits. Et donc, là, les médicaments traditionnels. Et quelqu'un a dit, pourquoi l'ethnologie? Parce qu'il a été constaté que chaque fois que vous écoutez les praticiens de la médecine traditionnelle, quand vous rentrez au laboratoire, dans 75 à 80% des cas, vous avez un résultat qui concorde avec la recherche scientifique. Donc, il faut économiser et écouter les détenteurs. Et là, nous avons les ressources humaines sur lesquelles nous comptons, sont là, c'est les ressources humaines classiques,
Ensuite, un plateau technique. Et grâce à différentes coopérations, nous avons un plateau technique qui nous permet de faire les études au Mali en collaboration avec nos partenaires des universités. Et c'est l'occasion, moi, je crois qu'on est dans la région de Toulouse. Le professeur Mamadou Koumaré a été formé à Toulouse. Le professeur Aruna Keïta, paix à son âme, a été formé à Toulouse. Et aujourd'hui, depuis 2009, j'ai rencontré une équipe de Toulouse. Et aujourd'hui, avec l'équipe de UMR 152, nous sommes en train de travailler. Et présentement, on a fait un PhD qui est dans la salle et qui est en postdoc aujourd'hui. Voilà, donc la région de Toulouse a beaucoup contribué également à ces 50 ans de valorisation de la médecine traditionnelle au Mali. Voilà. Donc, l'objectif global, c'est la mise au point de ces MTA. Ces MTA sûrs, efficaces et de qualité. Voilà. Et donc, pour le faire, nous menons un certain nombre d'activités. Activités d'inventaire, mais activités également qui va nous permettre de travailler avec les tradipraticiens, donc créer tout un réseau de tradipraticiens pour collecter les données, mais également, c'est de venir aux activités classiques des laboratoires. Donc, une fois qu'on a recensé et on a identifié les matières premières, nous rentrons au laboratoire pour faire tout le processus de recherche pour aboutir à des phytomédicaments. Voilà, la méthodologie, c'est donc ce processus classique que je vais faire défiler, que ceux qui sont pharmaciens connaissent. Donc, c'est les études précliniques, après l'identification, c'est les études après les études précliniques, c'est également les études sur les études cliniques, la formulation de nouveaux MTA et avant d'arriver à la production, l'autorisation de mise sur le marché, la production et le développement de ces médicaments. Et il y a un volet qui n'est pas bien suivi, c'est la pharmacovigilance. Même en produits naturels, il faut le faire. Voilà. Donc, avec ces données, on fait, après l'enquête ethnobotanique, il y a bien sûr la sélection et la recherche bibliographique. Donc, parce que la recherche bibliographique aujourd'hui, elle est importante parce que l'OMS autorise que pour certaines catégories de médicaments, comme ça existe en France, qu'on aille sur la question traditionnellement utilisée dans la prise 1, sous la forme tisane qui a une expérience d'utilisation. Et donc, les études précliniques qui contiennent un certain nombre d'éléments et les essais. Les essais cliniques, si nous devons les faire, c'est avec les équipes spécialisées que nous faisons. Et quelques résultats que je vais vous présenter. Et ces résultats nous permettent de constituer le dossier d'autorisation de mise sur le marché des MTA. Et là, voilà, le dossier doit constituer d'un dossier administratif, mais surtout d'un dossier technique, dossier pharmaceutique, toxicologique, pharmacologique et dossier clinique, c'est le cas. Nous avons des catégories selon les cas, parce qu'on a différentes catégories de médicaments. La première catégorie, c'est les médicaments du tradipraticien, il ne faut rien. La deuxième catégorie, c'est les tisanes. Troisième catégorie, c'est les extraits standardisés. Et la quatrième catégorie, c'est les principes actifs purs. Et les résultats, c'est ces phytomédicaments sûrs, efficaces et de qualité, qui sont les 3 mots-clés que l'OMS demande pour tout médicament. Et voilà les 7 médicaments traditionnels améliorés qui sont aujourd'hui figurent sur la liste des médicaments essentiels dans le formulaire thérapeutique national. Un antitussif, un antidysentérique, un anti-ulcère gastrique, un cholérétique cholagogue, un laxatif, un antipaludique et pour les dermatoses. Et voilà quelques images, les images de cette MTA. Et parmi ces MTA, c'est le Barembo qui est notre médicament phare, un antitussif. Et là, voilà les informations qui figurent sur la plante, donc les différentes données sur la plante. Ensuite, voilà comment le sirop Balembo figure dans le formulaire thérapeutique national, donc en donnant les informations, la plante et la classe thérapeutique, un sédatif de l'atout, mais pas un antibiotique, et les différentes informations que nous connaissons à ce jour. Voilà.
Donc, on a forme enfants et adultes. Autre donnée que nous avons de la recherche, en dehors de ces MTA, voilà, aujourd'hui, on a des données ethnobotaniques, plus de 250 plantes, pour les différents domaines. On a également isolé beaucoup de constituants chimiques à partir des plantes. Donc, cela peut nous permettre de connaître la qualité des extraits. On a des données également de sécurité parce que la première chose, on dit, même si ce n'est pas efficace, ça ne doit pas nuire. Donc, l'étude de toxicité, nous le faisons. Non seulement nous le faisons en aigu, nous le faisons en chronique quand c'est des médicaments utilisés pour les maladies chroniques et on essaie de voir la tolérabilité sur les organes cibles. Ensuite, l'efficacité. Il faut au moins qu'il y ait un bénéfice. Et donc, on essaie de vérifier le bénéfice et l'efficacité des extraits. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir d'autres médicaments que nous pouvons faire. Voilà, qu'on a les dossiers depuis 2001, on a fait une pommade de dermatose, candidose, drépanocytose, affection hépatique et diabète, l'hypertrophie bénigne de la prostate, les plaies, les rhumatismes, le paludisme, nouveau produit, Soumafura Tiamoro Bengali, tisane et sirop, un produit sous forme de gélules pour le VIH, et puis la diarrhée, la malnutrition avec la pulpe du fluide du baobab. Et voilà quelques... Et ici, on a ces gélules qu'on a fait grâce au financement de la Banque africaine de développement qu'on veut associer aux ARV. Mais avec la crise au Mali, les priorités ont changé. Donc, on n'a pas pu continuer. Voilà. Voilà, Soumafura Tiamoro Bengali, question de propriété intellectuelle. C'est Tiamoro Bengali qui a dit qu'il ne veut pas que son nom disparaisse. Donc, au département médecine traditionnelle, on a fait une tisane. Souma, ça veut dire palu. Fura veut dire médicament. Tiamoro Bengali, c'est le traduit praticien qui nous a donné. Une autre manière de la propriété intellectuelle. Et voilà un tableau d'honneur qu'on a donné à Tiamoro Bengali. La première fois qu'il est venu à Bamako, aujourd'hui, paix à son âme. À partir de cette tisane, nous avons innové en faisant un sirop. Et ce sirop, on l'a présenté à un concours qui a eu 3e prix. On a envoyé 25% à M. Tiamoro Bengali. Donc, les départements, aujourd'hui, j'ai dit que nous sommes dans un nouveau contexte. Depuis 2007, il y a un programme médecine traditionnelle au niveau de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de santé, l'espace CEDEAO, 15 pays, francophones, anglophones et lusophones. Et là, depuis, le département participe à ces activités à partir de 2007. Et là, nous avons participé à un ensemble d'activités à partir de 2009, le processus d'élaboration d'une pharmacopée. Et aujourd'hui, on a participé à l'élaboration de cette pharmacopée et dans ce cadre-là que nous avons été choisis comme un centre d'excellence. Et voilà, la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest, les 54 monographies qui figurent là-dedans ont été choisies selon leur répartition dans les 15 pays de la CEDEAO et pour leur utilisation dans le traitement du paludisme, du VIH-Sida, de la tuberculose, de la drépanocytose, du diabète, de l'hypertension et de l'hypertension artérielle. Et voilà les éléments qui sont surtout dans cette pharmacopée, des différents éléments qui permettent de contrôler ces monographies. Et à partir de ces travaux, nous avons pu constituer aujourd'hui les dossiers d'autorisation de mise sur le marché de la tisane Soumafura Tiamoro Bengali, de le Samanere qui est pour les hépatites et les affections hépatiques et les diabétisanes pour les diabètes. Et quand nous devons faire, pour certains, nous devons encore faire les essais cliniques et ce serait fait avec les spécialistes. Voilà, donc à partir de 2015, donc, notre capacité a été renforcée et ce qui nous a permis de sceller une convention stratégique avec la pharmacie populaire du Mali, qui est la pharmacie, qui est le dépôt répartiteur national pour la production de sirop Balembo, pour que le médicament reste dans le circuit professionnel, pour que ça soit produit au DMT, distribué par le circuit professionnel de la PPM. Et voilà, donc on est dans cette production aujourd'hui du sirop Balembo.
Et il y a un grand intérêt pour nous sur toute la réglementation. Donc, c'est la qualité pharmaceutique, l'efficacité, la tolérance, l'usage rationnel, l'acceptabilité, mais c'est surtout la sécurité du patient. Voilà. Donc, le département de médecine traditionnelle, à partir de 2016, a pu avoir un certain nombre de visibilités, de visibilité qui a été vraiment récompensée par l'Union africaine, parce que c'est la première. L'Union africaine a un prix scientifique dédié à Kwame Nkrumah, mais c'est la première fois qu'on a dédié ce prix à la recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle. Et le Mali a eu ce prix. Voilà. Donc, également, notre centre, nous participons à des visites. Nous sommes à la base de visites d'échange. Des autres pays de l'OAS viennent en visite d'échange au Mali. Et on a eu des visites du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Mais également, notre centre est un centre de stage de beaucoup de stagiaires venant de l'espace CEDEAO. Parce que, comme j'ai dit, nous avons été choisis. Donc, pour la recherche et également la formation. Et on continue également à intervenir dans des masters, mais également à présenter les opportunités qui peuvent venir de la médecine traditionnelle aux différentes autorités. La CIDPharmEF, c'est la conférence des doyens des facultés de pharmacie d'expression française. Et donc, par 2 fois, nous sommes allés présenter les résultats de la pharmacopée à ces sessions. Et voilà. Donc, aujourd'hui, cette pharmacopée nous sert pour cadre de formation. Et là, comme vous voyez, pour les thèses des étudiants en pharmacie, nous prenons des différents thèmes qui sont sur les plantes de la pharmacopée pour continuer la recherche. Et également, nous avons changé d'approche. Au lieu d'étudier seulement les plantes, nous sommes en train de voir quel est l'itinéraire thérapeutique des patients, qu'est-ce que les patients utilisent. C'est ainsi qu'on a fait pour la drépanocytose, on a fait pour le diabète, pour voir qu'est-ce qu'un patient diabétique il utilise. Et généralement, les gens mélangent tout. Dans le cas de la drépanocytose, ils prennent les plantes pour améliorer la qualité de la vie. Voilà. Et donc, c'est cette approche que nous continuons aujourd'hui, 2017-2018. Nous sommes en train de travailler sur les affections rénales, parce que de plus en plus, on accuse les plantes médicinales provoquant l'insuffisance rénale. Donc, j'ai mis une étudiante, on va voir quelles sont les plantes qui sont utilisées par les patients pour voir est-ce que ça contient des molécules toxiques pour le rein. Mais aujourd'hui, une chose que nous devons nous dire, il y a beaucoup de médicaments qui circulent hors circuit professionnel. Il y a lieu qu'on s'interroge aussi de ce côté. Voilà. Donc, et un autre thème que nous avons eu à donner, c'est la protection des albinos avec le beurre de karité. Parce que ça, c'est aussi un autre problème. Et je sais que la Fondation travaille beaucoup sur le thème des albinos. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette visibilité pourra être matérialisée au Mali par la création, par l'érection du département à un institut de recherche, devenir un institut. Parce qu'à sa création, c'était un institut. Nous sommes devenus un département. Moi, j'ai dit qu'avec toutes les reconnaissances aujourd'hui, il faut ressortir pour devenir un institut. Et je crois que ce sera une bonne récompense pour les 50 ans et qui va nous permettre davantage de capitaliser. Et cette rencontre, pour nous, est un cadre également qui va nous permettre d'aller de l'avant et capitaliser tout ce qu'on a. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'on a fait un certain nombre de choses, de processus. Nous sommes en train de travailler pour faire connaître, pour avoir d'autres partenaires. C'est là que nous avons eu le thème de la problématique des savoirs traditionnels en matière de santé lors du festival Dogon, culturel Dogon en janvier. C'est là que nous avons, lors de la journée mondiale de la culture africaine, nous avons fait une présentation pour dire tout ce qu'on a comme potentialité. Et également, cette année, nous avons eu la possibilité d'introduire l'enseignement de la médecine traditionnelle dans le curricula de formation de médecins et de pharmaciens à la faculté de médecine et d'odontostomatologie, à la faculté de pharmacie. Je crois que tout cela va nous aider parce qu'il faut qu'on ait l'adhésion des médecins. Nous sommes pharmaciens, nous faisons la recherche. Plus on aura les médecins avec nous, plus on va utiliser localement la médecine traditionnelle. Et voilà que je suis là à cette journée. Donc, ça fait partie toujours. Donc, aujourd'hui, en termes de défis, pour la prise en compte, défis et recommandations,
Aujourd'hui, il faut une prise en compte réelle des ressources de la médecine traditionnelle dans la pyramide sanitaire. Il faut qu'on forme le jeune médecin qui est formé. Ce jeune médecin, il doit savoir qu'il y a des potentialités. Il doit connaître l'environnement de son malade. Il doit savoir que son malade fait un parcours avant d'arriver au centre de santé et il doit avoir le réflexe de le questionner pour l'intérêt du patient. Il faut la formation du personnel. Moi j'ai dit, il faut une alliance pour la médecine traditionnelle dans la santé publique, dans la surveillance épidémique, pour renforcer les systèmes communautaires de santé. Et un autre grand défi que nous avons, c'est la formation des ressources humaines. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, ce secteur n'attire pas les jeunes. Donc, il faut qu'on ait des possibilités de créer des masters. Présentement, j'ai 11 étudiants en thèse de pharmacie. Mais après, ils vont partir tous à l'officine. Donc, si nous avons un master qui permet de retenir un ou deux, au moins dans le master, après, ils vont faire le PhD, on leur fait un plan de carrière pour continuer la recherche. Sinon, après nous, ça va fermer. Et ça, je ne veux pas. Heureusement, déjà, j'ai un assistant que je vous ai dit est dans la salle. Voilà. Mais aujourd'hui, la question des ressources humaines, il faut une attraction, il faut attirer la jeunesse vers la recherche sur les produits naturels. Voilà. Donc, en termes de conclusion, pour nous, aujourd'hui, j'ai dit, on est dans un partenariat pour la production des MTA, pour qu'ils soient accessibles, pour un développement durable, parce que pour nous, j'ai eu à présenter cela au président de la République en 2015, j'ai dit, les phytomédicaments, c'est une opportunité professionnelle, économique, création d'emplois et d'accessibilité des populations aux médicaments sûrs, efficaces et de qualité pour un développement durable. Et aujourd'hui, on est sur les maladies émergentes et réémergentes avec les pharmacopées, la mise en place d'un réseau de valorisation des résultats de la recherche. Mon souhait est qu'au-delà du Mali, que les phytomédicaments que nous faisons dans nos institutions aient le label OAS et que ça circule dans les 15 pays et de l'OAS. En conclusion, les MTA constituent un apport spécifique à l'accès aux médicaments essentiels et l'amélioration de la qualité des soins. Leur réglementation renforcera le secteur pharmaceutique. Ainsi, la pharmacopée traditionnelle est une base d'innovation, de mise au point de nouveaux médicaments pour le développement. Voilà. Donc, il constitue des réservoirs de principes actifs. Il a été question de beaucoup de principes actifs qui ont révolutionné la thérapeutique. Pourquoi pas les plantes africaines? Et je sais, comme mon collègue de Madagascar va intervenir, le logo de la médecine traditionnelle, africaine, c'est la province de Madagascar qui est au centre de la carte de l'Afrique, le Catranthus roseus. Et souvent, quand j'arrive au master de médecin, j'amène un rameau de Catranthus roseus. On me demande, mais c'est quoi? J'ai dit, mais vous utilisez ça sans le savoir. Donc, c'est toujours, j'essaie de faire une démarche pédagogique pour ramener le médecin à l'utilisation des principes actifs qui proviennent des plantes, mais ils ne savent pas. Voilà. Donc, un grand merci. Voilà. Un grand merci à la Fondation pour cette opportunité. J'avoue que c'est très difficile de passer après le professeur Sanogo. Mais bon, tout d'abord, je tiens à remercier aussi la Fondation Pierre Fabre pour l'invitation à participer à cette conférence et aussi pour m'avoir donné l'occasion de revoir mes anciens collègues du groupe Pierre Fabre. J'avoue que c'est un moment de joie de reparler du bon vieux temps. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché. Le sujet que j'aimerais parler aujourd'hui, que j'aimerais partager d'ailleurs avec vous, ça a été déjà discuté, c'est sur la drépanocytose. La drépanocytose devient maintenant un problème de santé publique à Madagascar parce que toute la côte est de Madagascar, la prévalence de la drépanocytose est aux alentours de 6%. Et puis la question qu'on se pose sur cette maladie, Madagascar est un pays pauvre. Madagascar fait partie des 4 pays les plus pauvres
la population a du mal à acheter des médicaments. Il n'y a pas de couverture sociale. Et la question est, serait-il possible d'améliorer l'accès aux médicaments pour ces patients qui sont atteints de la drépanocytose? Et la première idée dans la tête, tout simplement, c'est tout simplement pourquoi ne pas utiliser les ressources génétiques locales, c'est-à-dire des plantes médicinales, pour donc accompagner ces patients drépanocytaires. Et c'est pour cette raison que nous avons initié donc des études ethnobotaniques pour identifier des plantes médicinales à usage traditionnel permettant en fait donc de traiter les symptômes de la drépanocytose. Je tiens à rappeler que cette étude a été réalisée donc en collaboration avec la Fondation Pierre Fabre. Nous avons démarré cette étude en 2014 et 3 ans après, nous avons obtenu donc des résultats préliminaires. Je précise bien, des résultats préliminaires. Mais et ces résultats préliminaires que j'aimerais vous présenter donc aujourd'hui. Mais avant de présenter ces résultats, je pense que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore l'IMRA, c'est-à-dire l'Institut malgache de recherche appliquée. L'IMRA, en fait, a un statut de fondation privée reconnue d'utilité publique. L'IMRA est un auxiliaire de l'État dans la promotion de la santé et aussi dans la protection et la sauvegarde de la biodiversité à Madagascar. Depuis sa création par le professeur Albert Rakutratsimamang, l'IMRA n'a pas changé sa mission. Sa mission consiste en fait à améliorer l'accès aux médicaments en mettant à la disposition des patients des médicaments à base de plantes médicinales. Et très important, c'est que ces médicaments doivent être accessibles à la majorité de la population malgache. Et notre approche est basée en fait sur le mariage de la médecine traditionnelle avec les techniques scientifiques modernes, comme disait notre cher ami, la néo-traditionnelle. Donc c'est ça. Et cette composante scientifique est très importante pour l'IMRA. Et comme vous, notre ligne de conduite, en fait, est guidée par la maxime que le fondateur de l'IMRA, le professeur Ratsimamang, qui disait que sublime est la science qui a pour objet de conserver la vie. C'est très important. Il y a une partie scientifique, mais en même temps aussi, c'est pour conserver la vie. Et donc, l'IMRA, en fait, c'est une jonction harmonieuse entre donc, la tradition et la modernité. Jusqu'à présent, donc, depuis sa création, il y a 45 produits donc, qui ont été mis à la disposition des patients à Madagascar. Ces produits sont distribués dans la pharmacie. Il y a 9 produits qui sont intégrés dans le système national donc, de santé, c'est-à-dire dans les hôpitaux. Bon, la question qui se pose maintenant, il y a plusieurs maladies à Madagascar. Pourquoi nous sommes donc intéressés à la drépanocytose? Tout d'abord, parce que le contexte de la drépanocytose à Madagascar a suscité en fait notre intérêt. Comme je disais tout à l'heure, c'est que la prévalence de la drépanocytose est de 6% dans la région sud-est de Madagascar. Et c'est une région vraiment économiquement défavorisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les médicaments qui sont disponibles actuellement pour traiter les symptômes de la drépanocytose, puisque c'est une maladie génétique donc, qui est incurable, alors, tels que l'hydroxyurée, les analgésiques morphiniques, ça coûte toujours cher pour la population, pour les patients drépanocytaires, parce que, comme je disais, c'est une population très pauvre, ils gagnent donc inférieur à 2 euros par jour. Et l'accès aux soins pour les drépanocytants
est aussi difficile. Pourquoi? À cause de l'éloignement géographique. Le centre de santé de base se situe à peu près à 30 km donc du lieu de domicile de la population. Alors l'objectif donc, que nous avons défini avec la Fondation Pierre Fabre consiste tout simplement à améliorer l'accès aux médicaments à des patients drépanocytaires en leur mettant à disposition des plantes médicinales poussant à côté de leur domicile. Ce qui veut dire que si ces plantes s'avèrent donc actives, dans ce cas-là, la population peut utiliser en fait donc ces plantes. Et cette justification, cette approche est justifiée par le fait que depuis des millénaires, la drépanocytose existe déjà. Et ces drépanocytaires ont été suivis par des tradis praticiens. Donc la chance d'obtenir une plante active est assez élevée. Deuxième chose aussi, c'est que Madagascar est très riche en termes de ressources végétales. Il existe aux alentours de 12 000 espèces à Madagascar, avec 80% d'endémicité. Ça veut dire que trouver des plantes originales, il est possible donc d'avoir quelque chose d'original pour accompagner ces drépanocytaires. J'aimerais tout d'abord, peut-être aussi, il y a peut-être pour bien définir donc, nos stratégies pour cette étude, qu'est-ce que c'est que la maladie drépanocytaire? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Pourquoi c'est ça? Donc, en fait, c'est une mutation d'un gène donc, de l'hémoglobine A vers l'hémoglobine S. Cette mutation s'effectue donc sur la position 6 du codon. Et ça vient en fait de la substitution de l'acide glutamique par la valine, c'est-à-dire un acide aminé qui est donc polaire vers un acide aminé hydrophobe. La question qu'on se pose, pourquoi cette mutation? Des études récentes ont montré qu'il y a une prévalence entre la présence donc, de la drépanocytose et aussi la prévalence du paludisme dans une région donnée. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a une pression venant du paludisme qui a donné à cette mutation donc, dans la position 6. Donc c'est une forme en fait pour résister donc, au paludisme. Et ce qui se passe en fait, c'est que l'individu porteur sain, donc de hétérozygote à HPAS, supporte bien donc, le paludisme. Par contre, le problème vient lorsqu'il y a un croisement en fait, donc, entre les deux individus, c'est-à-dire entre un homme et une femme, porteurs donc, de l'hémoglobine hétérozygote. La chance d'avoir un enfant donc, portant donc, une hémoglobine homozygote, SS, est de 25%. Et c'est la forme sévère de la drépanocytose. Et comme vous savez, la mutation donc, a provoqué un changement de conformation donc, au niveau de l'hémoglobine. Donc la forme donc, de disque de l'hémoglobine a changé en une forme de faucille. Et cette falsiformation donc, favorise en fait la polymérisation ou l'agrégation. Et c'est ça ce qui bouche en fait donc, les artères. En bouchant ces artères, ça provoque donc des symptômes au niveau des patients, tels que fatigue, perte de poids, crise vaso-occlusive, syndrome thoracique aigu, et puis d'autres choses aussi. Donc, ce que nous proposons, en fait, c'est tout simplement d'améliorer, en fait, la qualité de vie des patients. Nous ne prétendons pas à vraiment éradier la drépanocytose, c'est impossible, mais à essayer de traiter donc ces symptômes de la drépanocytose. Bon, quel est le protocole d'étude que nous avons suivi? Nous n'avons pas inventé la roue. On a suivi tout simplement un protocole d'étude qui a été établi par l'OMS, qui est donc décrit dans
dans le Guidelines for Clinical Study of Traditional Medicines, dans page 21, pour la drépanocytose. Et vous pouvez voir que c'est divisé en 3 phases. La première phase, c'est tout d'abord une enquête botanique. Ensuite, donc des études précliniques. Dans cette étude préclinique, en fait, il y a des confirmations in vitro des activités pharmacologiques. Et après, on va déterminer le profil d'innocuité, c'est-à-dire le profil de toxicité chez les animaux. Et seulement lorsque c'est terminé, on fait des observations cliniques. Ceux qui ont déjà travaillé donc, dans le domaine de R&D des médicaments, on voit qu'il y a une certaine similarité en termes de protocole. La seule différence, vous pouvez voir tout de suite, c'est que là, il n'y a pas donc une étude pharmacocinétique et pharmacodynamique qui est très difficile donc, dans le cas des plantes médicinales. Mais je tiens tout simplement à préciser que ces études ont obtenu en fait une autorisation du comité bioéthique du ministère de la Santé publique de Madagascar, dont nous avons respecté vraiment donc, les procédures étatiques aussi. Alors, on va commencer donc pour la première partie, c'est sur les études ethnobotaniques. Il y a donc les sites d'études qui a été effectué au centre hospitalier de référence de CHR RR Farfangan de région sud-est. Pourquoi? C'est-à-dire que peut-être pour des études ethnobotaniques standards, c'est assez bizarre. Mais la raison est simple, c'est qu'il y a une association qui s'appelle Lutte contre la drépanocytose à Madagascar. Et il y a une réunion mensuelle des drépanocyteurs donc, à cet hôpital. Et nous avons donc choisi ce centre hospitalier pour effectuer des études ethnobotaniques auprès de ces patients. Il faut bien préciser que nous avons choisi tout simplement donc, des patients qui sont homozygotes, c'est-à-dire qui ont vraiment des formes sévères. Donc on leur a posé, et ils doivent être supérieurs à 16 ans, les patients qui ont déjà au moins utilisé une plante. Et le groupe numéro 2, c'est tout simplement, on est allé voir les tradipraticiens. La question qui s'est posée, est-ce que les tradipraticiens donnent des informations? Je vais vous dire une chose, c'est que l'IMRA, le professeur Ratsimamang, est très accepté par les tradipraticiens parce que de son vivant, il soutenait toujours donc, les associations de tradipraticiens. Eux aussi, ils savent que les produits qui sortent de l'IMRA seront donc destinés en fait, à des patients drépanocytaires. Donc, ils donnent facilement en fait, donc, des informations sur les plantes. Donc, après, il y a les données collectées. Donc, il y a l'âge, mode de préparation, localisation des plantes, effet indésirable, effet qualitatif, fréquence d'hospitalisation et médicaments utilisés lors d'une crise. Et à partir de ces études, il y avait 15 plantes qui ont été dites par les patients drépanocytaires. Et nous avons sélectionné tout simplement 13 plantes parce que les 2 autres plantes sont difficiles à accès. Ce sont des plantes en dehors de la région où nous avons fait l'enquête ethnobotanique. Donc c'est problème de disponibilité, d'efficacité et puis absence d'effets secondaires indésirables. Donc en phase 2, on fait donc les études précliniques. Donc les 13 plantes ont fait l'objet en fait, de tests sur des échantillons sanguins de patients homozygotes SS. Il y a donc le test d'Emel, ce qu'on appelle test de falsiformation. Il y a le professeur Jean Cross qui est en train de me regarder et puis de me sourire un petit peu. Il y a le test d'Itano de solubilité et aussi donc, le test d'Emel et les tests sont toujours effectués en présence d'un témoin. Et les critères de sélection de la plante, c'est qu'une plante active doit répondre donc positivement aux 2 tests. Donc, je vais vous présenter maintenant les résultats.
Donc peut-être que ce sont des résultats scientifiques, mais je vais essayer tout simplement de donner, je ne vais pas rentrer dans les détails des tests, mais ce qui est important, c'est en fait les résultats. Bon, pour le test des MEL, ce test consiste en fait donc le taux de réhabilitation, parce qu'il y a donc la forme donc, de faucille, il y a la forme normale. Est-ce que le test, est-ce que la plante a la capacité en fait donc de réhabiliter donc la forme faucille en forme normale. Donc on calcule, on mesure donc, on compte le nombre des hémoglobines normales et puis aussi des hémoglobines déformées. Et à partir de ce test, nous avons trouvé en fait donc 3 plantes qui répondent positivement au test. Parmi les plantes qui sont intéressantes, c'est le Ficus marmorata. C'est une plante endémique de Madagascar et de Comores. Et puis il y a une autre plante, le Mirabilis salapa, qui est une plante introduite. Troisième plante qui est intéressante, mais elle est très rare, et notre botaniste n'arrive pas, est en train de déterminer en fait donc la nomenclature de cette plante, étant donné que c'est une plante qui n'est pas très connue. Et vous pouvez voir sur les résultats que c'est la queue de décoction, c'est-à-dire dans un solvant polaire, ce sont les 2 plantes c'est ce solvant qui donne les meilleurs résultats. Donc là, à partir de ce résultat, nous avons trouvé 2 plantes. Après, c'est le test d'Itano, c'est un test de solubilité. Comme je vous ai raconté, donc il y a une formation d'agrégats, ça veut dire que la solubilité des échantillons sanguins, des drépanocyteurs, ne sont pas du tout limpides. C'est-à-dire qu'il y a un problème de solubilité. Donc nous mettons la plante à l'anneau dans l'échantillon, et puis on regarde, on mesure la solubilité, et on essaie de déterminer le rapport entre la solubilité, donc dans l'échantillon sanguin, et puis l'échantillon normal. Vous pouvez voir sur cette courbe que à partir de la concentration, donc entre 2,4 et 3,2 mg par millilitre, on voit que la solubilité est améliorée pour la plante P1 et P2, c'est-à-dire la plante Ficus marmorata, et l'autre plante aussi. Mais quand on augmente donc la concentration, c'est sûr qu'on a des problèmes de solubilité. Là aussi c'est pareil. Pour l'autre extrait, donc à queue de décoction, on voit aussi qu'entre 2 et puis 3, il y a une amélioration pour la plante P1 et P2. Donc les extraits de plante P1, Ficus marmorata, et la plante P2, Mirabilis salapa, améliore la solubilité de l'hématie des patients. P1 et P2 seront retenus pour la suite de ces investigations, parce que ces 2 plantes ont déjà répondu donc au test des MEL, mais en même temps au test de solubilité. Là maintenant, on va déterminer donc le profil de toxicité de ces 2 plantes. Donc, comme je disais auparavant, c'est qu'on a utilisé des souris et des rats. Pour chaque espèce, on utilise 2 mâles et 3 femelles. Donc, on a fait de la toxicité aiguë à 2 doses, 1,5 et 10 grammes par kilo. Et la durée d'observation, tout d'abord, c'est 24 heures. Et pour la toxicité chronique, c'est entre 300 et 500 mg, durée d'observation 3 mois. Et après, on fait les procédures pour collecter les données. Donc, on enregistre après les manifestations toxiques et taux de mortalité. Et puis aussi, on observe donc les organes, les foies, les reins, l'estomac. Et on fait aussi des observations macroscopiques et microscopiques des organes. Les résultats ont montré qu'aucune mortalité et effet indésirable n'a été observé pendant la durée de tir. C'est-à-dire que ce soit pour la toxicité chronique ou la toxicité aiguë. Et aucune altération des organes a été constatée.
Donc, les extraits P1 et P2 sont bien tolérés chez l'animal. Maintenant, on continue encore, on a approfondi les études. Et là, on a essayé de déterminer en fait le profil hématologique des rats observés. Donc, pour les doses P1 et P2 à 500 mg, durée d'observation donc pendant 15 semaines. Donc, on a étudié la variation des taux de globules blancs, variation des taux de globules rouges, et puis aussi la variation des taux d'hémoglobine et la variation des taux d'hématocrite. Et vous voyez que l'administration, donc, on ne voit pas vraiment de variation énorme par rapport donc aux témoins. Et cela veut dire que l'administration de P1 et P2 n'altère pas le profil hématologique. Chez les rats. Je précise bien, chez les rats. Là encore, on a regardé encore la variation des taux de plaquettes et du poids des rats. Et puis, on voit que pour les variations des plaquettes, P1 et P2 par rapport aux témoins, si on regarde donc les marges d'erreur, on reste toujours dans les marges d'erreur. Et puis pour le poids, il n'y a aucun changement. Donc l'administration de P1 ou de P2 ne modifie pas le profil de taux de plaquettes versus témoins et n'a aucun effet sur le poids. Ça nous a encouragés. Tout d'abord, c'est-à-dire que le profil de toxicité de ces deux plantes P1 et P2 chez un modèle animal est très propre. Maintenant, la suite, c'est de passer chez l'homme. Étant donné qu'on a fait donc, des études in vitro, on a fait des études donc, in vivo chez l'animal au point de vue toxicité, ça nous rassure, on peut aller chez l'homme. Alors, le site d'étude, le protocole d'étude, c'est au centre donc, hospitalier de référence de Farfangan, c'est toujours au même endroit, en collaboration avec le médecin référent du drépanocytose donc, de ce centre. Nous avons besoin de travailler avec un médecin sur place. Ensuite, donc, on a utilisé l'extrait P1 sous forme décoctée et puis l'extrait P2 sous forme décoctée aussi. Donc, parce que c'est ça l'administration en fait donc traditionnelle. Critères d'inclusion, il faut que les patients qu'on va administrer sont homozygotes, c'est-à-dire atteints de la forme sévère. Il y a aussi les patients qui sont supérieurs à 16 ans. C'est important pour le protocole. Patients ayant au moins 3 crises l'année qui précède l'étude. Et finalement, donc, il faut un consentement avec signature légalisée auprès de l'administration compétente. C'est-à-dire que les patients qui ont accepté, en fait, donc, qu'on va administrer, ils signent un consentement. Les critères d'exclusion, manifestation des pathologies ou des complications prononcées liées à la drépanocytose, femmes enceintes et allaitantes, et patients drépanocytose suivis et traités avec l'hydroxyurée. Donc, on a aux alentours de 8 patients. Le groupe 1, c'est pour la plante la plante 1, P1, et pour le groupe 2, pour la plante P2. Vous voyez ici le nombre de patients et la répartition d'âge. Donc, il y a des patients qui sont entre 16 et 19 ans, et 20 à 25 ans, supérieurs à 40, et puis 54. La posologie est de 2, donc doses journalières de 500 mg et de 1 g préparées dans 50 ml de solution aqueuse. Évaluation clinique à réaliser. Je rappelle encore que notre objectif, c'était tout simplement de voir si on améliore la qualité de vie des patients. Et on va regarder aussi, en fait, aussi le profil de toxicité
et les effets secondaires de ces deux plantes chez l'homme, étant donné que chez l'animal, il n'y avait rien. Donc, efficacité, donc les paramètres à évaluer, c'est l'efficacité de la syndrome de la drépanocytose, asthénie, douleur, pâleur, signe de coloration jaunâtre et critères, et puis l'association, donc d'avoir un chlorate, la splénomégalie, effet sur les paramètres biologiques, la glycémie, poids, température, taux d'hémoglobine et hémocrite, pour voir s'il y a un effet secondaire. Et finalement, donc, l'impact, ça c'est important, sur la fréquence d'hospitalisation. Auparavant, au moins, ces patients vont à l'hôpital 3 fois. Voici donc les résultats. Vous voyez ici, ça c'est donc le patient numéro 1 jusqu'au patient numéro 8. Donc on commence donc à faire l'observation à partir de semaine 0 jusqu'à semaine 12. Et en hauteur, en fait, donc la sensation. Par exemple, ici, on va à la sensation de la fatigue. Donc on définit qu'une sensation, le bâtonnet est assez élevé, c'est-à-dire qu'une sensation très très grande. Vous pouvez voir, en fait, donc, il y a une diminution de l'intensité de la sensation pour la fatigue pour la plante P1, pour le groupe 1. Pour le groupe P2, effectivement, c'est assez mitigé. Quand on regarde aussi pour la plante P1, pour la variation de la sensation douloureuse, on voit qu'il y a une diminution de l'intensité. Par contre, pour la plante P2, c'est assez mitigé. Donc, les deux X-rays présentent une efficacité pour les symptômes asthénie douleur, mais la plante P1 est beaucoup plus efficace. Là, c'est la variation de la coloration, donc pâle de la peau, et la variation de la coloration jaunâtre des yeux, et la splénomégalie, c'est-à-dire l'association de Grossrat. On voit qu'il y a une diminution, effectivement, d'intensité pour la couleur de pâle des yeux. Pour la coloration jaunâtre des yeux, il y a une diminution aussi ici, mais par contre, pour le P2, ça ne marche pas très bien chez l'homme. Là, par contre, ça c'est malheureux, il faut accepter le fait, il n'y a pas de différence pour l'association de Grossrat. Donc, tendance d'efficacité clinique de P1 sur la pâleur de la peau et la coloration de l'ictère. Par contre, cet extrait n'a pas d'effet sur la splénogamie et P2 n'a aucune efficacité. Maintenant, quand on regarde le taux, donc l'effet des extraits P1 et P2 sur les paramètres biologiques et cliniques, vous pouvez donc, on compare le taux de hématocrite moyen par l'eau des patients humains. Donc le vert, c'est donc la moyenne, la moyenne. On voit qu'il y a une diminution, en fait, donc, que ce soit pour le P1 et P2, pour le taux d'hématocrite. Ce qui, je ne sais pas, les médecins peuvent expliquer, en fait, donc c'est un problème d'hématie pour les drépanocytaires. Pour l'hémoglobine, par contre, si on tient compte donc, de l'erreur, on peut dire qu'il y a une certaine une diminution, mais pas une diminution acceptable. Donc les deux extraits, P1 améliore le taux d'hémoglobine des drépanocytaires, par contre une baisse de taux d'hématocrite a été observée. En termes de glycémie, là maintenant on regarde donc les effets secondaires. La variation de glycémie, donc, qui a été observée pendant la semaine 14, la référence donc c'est en vert, ici. On voit que le P1 et P2 restent toujours, donc, à peu près, le P1 ne modifie pas la glycémie, tandis que le P2 augmente. Donc le P2 présente vraiment des problèmes particuliers, cette plante P2. Ensuite, pour la variation pondérale, c'est pareil, il y a une diminution pour le P2 à partir de la 9e semaine, tandis que le P1 reste toujours stable. Et finalement, la variation thermique, bon, il n'y a pas de différence entre les deux.
L'extrait P1 maintient la glycémie, le poids et la température. Conclusion, l'extrait P2 présente des effets négatifs sur les 3 paramètres. En termes d'hospitalisation, c'est très important. Parce que ça veut dire qu'on a, avec la plante, on a aidé en fait donc les patients drépanocytaires. Ils n'ont plus besoin d'aller à l'hôpital. Vous pouvez voir ici que pendant la semaine d'études, la plante P1, tous les patients ne sont pas allés à l'hôpital. Tandis que pour la plante P2, il y a certains moments, les patients étaient obligés d'aller revenir à l'hôpital. Pareil aussi, donc pour ici, hospitalisation, c'est pareil, c'est une autre forme tout simplement, par jour, et puis l'autre c'est par effectif, par patient. Donc la plante P1 diminue d'une manière significative la fréquence d'hospitalisation. En conclusion donc, de cette étude, l'extrait de plante P1 Ficus marmorata, endémique des îles de l'Océan, présente une potentialité pour être utilisé dans le traitement des symptômes de la drépanocytose. Potentiellement. Des nouvelles voies de recherche sur l'utilisation en fait, des plantes médicinales locales s'ouvrent pour faciliter l'accès aux médicaments à un coût abordable pour les patients drépanocytaires. La pharmacopée traditionnelle de Madagascar, elle est à la fois enrichie et valorisée grâce à la validation scientifique des activités pharmacologiques de P1. J'aimerais préciser que dans la pharmacopée traditionnelle de Madagascar, la maladie drépanocytose n'existe pas encore. Donc, les travaux que nous avons effectués, c'est la première fois qu'on essaie de générer des données sur les plantes pour la drépanocytose. Perspective. C'est ça ce que nous aimerions donc faire dans le futur. C'est développer un programme qui permet de répondre aux besoins des drépanocytaires de la région du sud-est de Madagascar, afin de respecter en fait donc des accès et partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques des connaissances traditionnelles associées. Ce sont ces patients qui ont donné des informations sur les plantes. Il est tout à fait normal donc que ce sont ces patients qui bénéficieront en fait donc des résultats de ces études. Approfondir les investigations. Je dirais la détermination du principe actif et son mécanisme d'action, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, les observations cliniques montrent que la plante P1 peut apporter quelque chose qui améliore en fait leur hygiène de vie. Est-ce que c'est nécessaire de déterminer le principe actif de la plante? Peut faire quoi d'ailleurs? Ça, c'est une question qui est à poser. Enrichir la pharmacopée traditionnelle sur la drépanocytose en réalisant des études ethnobotaniques dans d'autres régions de Madagascar. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la Fondation Pierre Fabre actuellement, parce que peut-être que faire des études ethnobotaniques dans d'autres régions nous permettent encore de découvrir d'autres plantes peut-être beaucoup plus actives que le P1. On ne sait pas. Mais actuellement, nous sommes ravis d'avoir une plante qui permet en fait d'améliorer la qualité de vie des patients drépanocytaires. Voilà, donc l'IMRA vous remercie donc infiniment de votre attention. D'abord, nous tenons à remercier la Fondation Pierre Fabre pour tout le soutien qu'elle apporte à la faculté de pharmacie de l'Université de Lomé et pour l'opportunité qui nous est donnée de présenter le sujet sur la médecine traditionnelle au Togo. D'abord, nous allons dire que cet enseignement se faisait à Lomé par notre maître, le professeur Bassène, un Sénégalais, mais il n'avait pas le temps de rentrer dans les détails. Et depuis que nous avons pris la relève, on s'est inspiré, on a essayé de développer cet enseignement avec notre expérience acquise lors des enquêtes ethnobotaniques
et ce qui a apporté un engouement au niveau des étudiants qui sont en année de thèse, donc plus ont commencé à s'intéresser au sujet ayant trait à la médecine traditionnelle. Donc, enseignement des pratiques traditionnelles à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Les objectifs de cet enseignement, c'est d'abord de permettre aux étudiants d'être capables de définir la médecine traditionnelle, de décliner les origines ou causes d'une maladie, de donner un exemple de groupe d'affection désigné par un seul mot. Cet objectif est souvent atteint en menant des discussions avec des étudiants par rapport à leur expérience acquise sur la médecine traditionnelle dans leur localité respective. Ensuite, les étudiants doivent être à la fin capables de reconnaître les praticiens de la médecine traditionnelle, d'énumérer les moyens thérapeutiques en médecine traditionnelle, de décrire les modes de préparation des remèdes en médecine traditionnelle. Comme objectif également, les étudiants doivent être capables de citer les voies d'administration en médecine traditionnelle, de citer également les formes médicamenteuses en médecine traditionnelle, de définir les posologies en médecine traditionnelle, de citer et reconnaître les plantes utilisées dans le traitement des différentes pathologies, ça c'est la phytothérapie. Et tout récemment, a été mise en place la description du processus d'homologation des médicaments traditionnels améliorés. Donc nous allons en parler aussi. Donc pour atteindre ces objectifs, donc qu'est-ce que nous disons aux étudiants sous ce plan? Après une introduction où nous allons définir la médecine traditionnelle et parler des intérêts, nous allons évoquer la notion de maladie en médecine traditionnelle, le diagnostic, la thérapeutique, les formulations médicamenteuses et voies d'administration, la phytothérapie et décrire le processus d'homologation des médicaments traditionnels améliorés avant de conclure. En introduction, la médecine traditionnelle a été déjà définie par les précédentes présentations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais parler des intérêts qu'il y a de parler de la médecine traditionnelle aux étudiants et non des intérêts de la médecine traditionnelle. Donc, comme intérêt d'évoquer, de parler de la médecine traditionnelle aux étudiants, c'est une meilleure connaissance des savoirs endogènes par les étudiants, c'est la promotion de la collaboration médecine traditionnelle, médecine conventionnelle, pour améliorer les soins de santé et rendre plus efficient le système de santé. C'est également la valorisation sur des bases scientifiques de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire le développement et la production de phytomédicaments. C'est la protection de la biodiversité et l'innovation. D'abord, la notion de maladie. Nous disons que dans les sociétés traditionnelles, la notion de maladie est étroitement liée à celle de santé, la santé étant l'état de parfait épanouissement de l'esprit et du corps et d'insertion harmonieuse de l'individu dans les réseaux de participation ou correspondance qui l'unissent au monde physique et ou à l'univers des esprits. Donc c'est la rupture de cette harmonie qui constitue la maladie. Donc l'homme a une relation avec l'esprit et le monde physique. Donc quand quelque chose ne va pas à ce niveau-là, à ces deux niveaux-là, c'est en ce moment qu'on parle de maladie en médecine traditionnelle, du moins au Togo. Donc la pratique médicale se situe généralement au point d'impact du religieux, c'est-à-dire le mystique, où le remède appliqué par l'homme et qui lui est dicté ou non n'est efficace qu'avec la volonté de Dieu et des esprits. Donc généralement on entoure le remède de mythes. En réalité, le praticien est obligé d'entourer le remède de mythe pour protéger son affaire. Il ne peut pas tout de suite décrire correctement, tranquillement comment les choses se passent, sinon il va perdre le monopole. Ouais. Donc il faut toujours entourer la chose de mythe pour... c'est une forme de protection. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc... la maladie, avec ses manifestations variées, trouve donc différentes origines. Donc, on peut décrire principalement deux origines. Nous avons l'origine naturelle.
On peut citer par exemple l'introduction d'un parasite visible, la morsure de serpent, l'intoxication ou un accident. À côté, nous avons l'origine surnaturelle qui domine le plus souvent, où là, les causes naturelles citées plus haut sont souvent corrélées à des causes surnaturelles. En effet, la maladie apparaît comme un châtiment infligé par une puissance anthropomorphique, un sorcier par exemple, ou anthropomorphisé, génie, fétiche, totem, dieu, etc. Pour faire un rapprochement en médecine moderne, la maladie est causée par un agent nocif naturel. On distingue deux catégories de causes qui peuvent s'imbriquer. Nous avons les causes environnementales, elles sont physiques, c'est le cas des microbes, des conditions de vie, le stress, ou chimiques, biologiques, c'est les aliments, la pollution par exemple. À côté, nous avons les causes internes, c'est les insuffisances organiques, les maladies biochimiques ou géniques. De toutes les causes, le stress est sans doute celle qui se rapproche de la conception traditionnelle, car étant le résultat de l'influence de l'environnement sur l'homme. En médecine traditionnelle, on parle aussi parfois de diagnostic de façon sommaire. Le diagnostic est la détermination exacte de la maladie dans ses causes et dans ses manifestations. En médecine traditionnelle, le plus souvent, on n'a pas besoin de formuler un diagnostic avant de mettre en œuvre une thérapeutique. Bon, il n'y a pas vraiment une démarche décrite comme ça. Les symptômes à elles seules suffisent à indiquer le remède approprié. Lorsque le mal perdure malgré des traitements variés, on recherchera alors la cause profonde au moyen d'une divination, rêve, fétiche, courrier et autres moyens de voyance. Quelle thérapeutique peut être mise en marche en médecine traditionnelle? Là, les moyens thérapeutiques mis en œuvre sont très variés. On peut les regrouper en deux catégories. Nous avons les procédés à dominance positive, où les moyens utilisés sont visibles et compréhensibles du commun des mortels. Il s'agit essentiellement de plantes médicinales et secondairement d'éléments animaux ou minéraux. Nous avons également les pratiques magico-religieuses, c'est les incantations, les talismans ou gris-gris, des libations auprès de fétiches. Même si on utilise des moyens rationnels, le côté mystique n'est jamais totalement écarté. Même s'il n'y a pas de mystique, il faut toujours entourer la chose de mythe pour une préservation. En effet, celui qui administre le remède est généralement doté d'un sixième sens, par exemple, une grosse tête, quelque chose comme ça. Il insuffle aux éléments matériels des propriétés thérapeutiques qu'ils n'ont pas d'ordinaire. Le patient, pour guérir, doit offrir un sacrifice ou un fétiche ou un lait. Généralement, le tradit praticien, il te laisse. Parfois, par rapport à ce que tu lui donnes comme cadeau, après, il te dit, bon, viens, reviens me voir. Et c'est en ce moment-là qu'il va te dire la réalité de ce que tu dois faire pour être guéri. Mais si tu pars sans rien donner, parfois, bon, il ne te dit rien aussi, il te baratine. Voilà, c'est ça. Donc, il faut dire quand même qu'au niveau de cette thérapeutique, il y a une absence de régulation et de sécurité et absence de contrôle et de dosage sur des phytomédicaments. C'est souvent les limites aussi de cette thérapeutique. Donc vous voyez comment ça se présente. Donc, là, au niveau de la pratique médicale, la médecine traditionnelle se pratique sous deux formes. Nous avons la médecine populaire dont les recettes sont connues de tous et sont d'accès facile. Exemple de remède qu'on prend sur conseil du voisin. Nous avons la médecine pratiquée par des individus, c'est-à-dire des praticiens de la médecine traditionnelle. On les appelle des tradipraticiens ou des tradithérapeutes, qui sont détenteurs du savoir traditionnel et qui sont reconnus comme tels dans leur société. On a différentes sortes de praticiens de la médecine traditionnelle. Nous avons les tradithérapeutes, nous avons les accoucheuses traditionnelles, nous avons les herboristes et les médico-droguistes. Donc ça, c'est une classification qui a été réalisée au niveau sous-régional. Je pense que c'est au niveau de l'UOMOA ou l'OAS. Notre maître, le professeur Sanogo, peut nous confirmer. Comme praticien, de façon plus explicite, nous avons dans un premier temps les tradithérapeutes qui sont donc subdivisés en trois catégories.
Nous avons les phytothérapeutes, ceux qui soignent principalement par les plantes. Nous avons les chirokinésithérapeutes, ceux qui pratiquent principalement avec la main nue ou armés d'instruments pour rendre aux parties malades ou blessées leur fonction. Et nous avons également les phlébotomistes, ceux qui pratiquent principalement les techniques de saignée pour soigner. Donc, comme tradithérapeutes, nous avons les phytothérapeutes, les chirokinésithérapeutes et les phlébotomistes. Donc, à côté des tradithérapeutes, nous avons les accoucheuses traditionnelles. C'est les personnes reconnues comme compétentes pour prodiguer à une femme et à son nouveau-né, avant, pendant et après l'accouchement, des soins de santé basés sur les concepts prévalents dans la collectivité où elles vivent. Nous avons les herboristes, c'est les personnes qui connaissent les usages des plantes médicinales et qui les vendent. Nous avons les médico-droguistes, c'est les personnes, bien évidemment, qui connaissent l'usage des substances médicinales d'origine animale ou minérale qui les vendent. Donc, ces praticiens, donc nous avons un exemple de praticien qui est dans son environnement, tranquillement. Ces praticiens donc, utilisent donc, des formulations médicamenteuses et des voies d'administration. Comme formulation médicamenteuse, on distingue des formes solides, des formes liquides et des formes vapeur. Pour les formes solides, la plante est utilisée en nature. C'est des tiges ou racines utilisées en cure-dents. Des feuilles fraîches peuvent être mâchées. On utilise également du latex, du sucre d'organe frais. La plante séchée peut être réduite en poudre à l'aide de mortier ou de meules en pierre. Nous avons également les formes liquides qui utilisent comme véhicule l'eau, le vin de palme ou la bière de céréales. Là, l'extraction des principes actifs peut se faire par macération ou par décoction. Nous avons les formes vapeur qui sont obtenues par décoction dans l'eau, c'est la fumigation humide, ou par incinération sur des braises, c'est la fumigation sèche. Il arrive que des graisses ou végétales soient utilisées comme véhicule ou comme médicament. Pour ce qui est des voies d'administration, la voie orale est la plus fréquente. On trouve également la voie externe, comme bain, cataplasme, massage, pansement. Nous avons également la voie respiratoire, la voie percutanée, la voie anale. Et les posologies s'expriment en termes de gorgée, de pincée, de poignée. Et ces posologies, des formulations médicamenteuses, sont exprimées bien évidemment sous forme de gorgée pincée. Et ces formulations médicamenteuses sont souvent à base de plantes, c'est ce qui fait appel donc, à la phytothérapie. Et la médecine traditionnelle, lors de nos différentes enquêtes, on a remarqué que cette médecine traditionnelle s'intéresse donc aux troubles digestifs en utilisant des plantes ayant des propriétés eupeptiques, cholagogues et cholérétiques, des plantes laxatives et purgatives, des plantes antidiarrhéiques. Donc, j'ai donné des exemples. C'est des listes vraiment non exhaustives, puisque au cours de nos enquêtes, il y a eu quand même pas mal de plantes selon différentes localités. Voilà. Donc la médecine traditionnelle s'intéresse également au traitement, à la prise en charge de l'ictère et de l'hépatoprotection avec des plantes variées. Tinospora bacchis et les Cochlospermum sont souvent les plus utilisés. Nous avons des troubles respiratoires où sont utilisées les plantes antitussives, les plantes anti-asthmatiques et des plantes antiseptiques. Nous avons également des plantes utilisées dans la prise en charge des parasitoses. La plante la plus utilisée au Togo, c'est Euphorbia hirta, très connue de tous les tradipraticiens dans toutes les localités. Quand on fait nos enquêtes ethnobotaniques, c'est une plante qui revient souvent. Nous avons également le paludisme, qui est prise en charge, qui est utilisé, où on utilise beaucoup de plantes pour la prise en charge du paludisme. Le diabète. Nous avons Moringa oleifera, qui est aussi beaucoup utilisé. Même il y a un médicament traditionnel amélioré à base de cette plante qui est commercialisée dans les officines au Togo. Nous avons également l'hypertension, c'est des pathologies qui reviennent souvent chez les tradithérapeutes, donc avec des plantes variées. La drépanocytose aussi, donc, qui revient.
Donc, généralement, de façon générale, chez nous au Togo, la drépanocytose est appelée comme la maladie des os, dans ce qui revient un peu dans les autres localités en vernaculaire, c'est la maladie des os, de l'os, voilà, c'est les douleurs de l'os, c'est comme ça les praticiens de la médecine traditionnelle l'appellent. Donc, parmi toutes ces plantes utilisées, certaines ont fait l'objet d'études pour leur homologation. Mais le vrai processus, le processus d'homologation qui est utilisé actuellement et qui est mis en place tout récemment est un processus sous-régional qui n'est pas différent de celui que notre professeur notre maître, le professeur Sanogo, a évoqué précédemment. Donc, comme processus d'homologation, voici donc, nous avons le demandeur de l'AMM, du médicament traditionnel amélioré, qui soumet donc sa demande au service d'homologation de la direction des pharmacies et des médicaments et des laboratoires. Et ce service donc, transmet le dossier du demandeur à un comité des experts. Ce comité donne un avis, après étude du dossier, donne un avis. Et cet avis donc, est soumis à la Commission nationale d'enregistrement des médicaments pour approbation. Et l'approbation donc, est entérinée par le ministre de la Santé. Donc, c'est après cela que le médicament peut être commercialisé. Donc, pour l'homologation proprement dite, on suit un peu le schéma des médicaments de la médecine moderne où il y a 5 modules. Module 1, module 2, module 3, module 4, module 5. Et le médicament traditionnel amélioré lui-même va être subdivisé en 4 catégories, comme l'a évoqué le professeur Sanogo. Donc, il y a la catégorie 1, qui est donc tout ce qui est préparation extemporanée. C'est-à-dire que vous allez sur le tradit praticien, il vous fait la préparation qu'il vous donne de façon immédiatement, sans conservation, rien du tout. Ça, c'est sur des bases traditionnelles de fabrication. Donc, pour ces médicaments, il n'y a pas d'homologation. Pas d'homologation. Pour la deuxième catégorie, c'est des médicaments qui ont besoin d'une préparation avec conditionnement en l'eau. C'est là une production artisanale, industrielle ou semi-industrielle. Là, il faut une étude de stabilité. Il faut donc justifier l'innocuité, l'efficacité, qui peuvent être garanties par de longues années d'utilisation ou des essais cliniques. On demande donc un dossier administratif, un dossier technique, composé de dossiers pharmaceutiques et dossiers toxico-cliniques. Il y a les médicaments du catégorie 3. C'est les préparations avec conditionnement en l'eau également, production semi-industrielle, études de stabilité. Là, il faut donc la connaissance des molécules biologiquement actives et avec une spécification de dose. Bien évidemment, il faut que l'innocuité et l'efficacité soient garanties par des essais précliniques et cliniques. Donc, on demande aussi un dossier administratif, un dossier technique qui prend en compte les essais précliniques et cliniques. Et nous avons la 4e catégorie qui va donc rejoindre les médicaments de la médecine conventionnelle où on va demander les 5 modules. Là, la particularité, c'est qu'il faut donc une spécification de la dose avec principe actif purifié. Voilà. Donc, nous allons donc conclure cette présentation en disant que on peut relever de nombreuses sources d'incompréhension, voire d'opposition entre adeptes des deux médecines. Les plus importants sont l'attitude devant la maladie, c'est-à-dire la recherche systématique de la cause. La médecine traditionnelle ne connaît pas la notion de microbe, ne peut pas avoir accès aux paramètres biochimiques, pas de notion de physiologie. La sémantique est pauvre quand il s'agit de nommer les maladies avec précision. Mais ceci n'empêche pas son utilisation pour des raisons socio-culturelles, même en cas de médecine conventionnelle accessible. Car certaines situations trouvent leur solution par la médecine traditionnelle seule. Par exemple, la région d'où moi je viens, il y a des centres de santé, nous avons un hôpital, mais personne n'amène son enfant ou quelqu'un qui a une fracture à l'hôpital. Ça se fait par une maison, il y a une famille qui sont spécialisés. Il y a une famille qui est spécialisée là-dedans. En 2 semaines,
l'enfant commence par courir. L'essentiel est que la fracture ne soit pas ouverte. Il ne faut pas qu'il y ait une déchirure pour des infections. Donc, même quand c'est cassé comme ça, que ce n'est pas ouvert, en 2 semaines, ils sont spécialisés dans ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils le font, mais ils ne prennent pas d'argent. Juste un cadeau. Voilà. Et c'est bien connu de tout le monde. Ça marche comme ça. Donc, ceci dit, donc, il faut organiser ce secteur par l'intermédiaire des directions de la santé ou de la pharmacie. Et il convient donc d'encourager les réformes académiques qui contribuent au renforcement des capacités des personnes ressources des universités afin qu'elles contribuent à l'introduction des modules d'enseignement sur la médecine traditionnelle chez les médecins, les dentistes et autres professionnels de santé, car ceci briserait davantage la glace opaque du scepticisme enveloppant l'univers de la médecine par les plantes. Nous espérons que cette glace sera brisée un jour. Nous vous remercions. Bonjour à tous, merci. On va faire cela à 2 voix. Je vais faire l'introduction, la présentation globale du projet, puis ensuite Mathieu rentrera un peu plus dans le détail. Voilà. Donc, première chose, c'est expliquer pourquoi, en fait, nous sommes au Cambodge. Tout cela vient de la reconstruction du Cambodge, de l'université de pharmacie de Phnom Penh qui a été réalisée grâce en partie à des fonds de la fondation Pierre Fabre. Suite à cela, et l'Université des sciences de la santé et Pierre Fabre se sont entendus pour la création d'un laboratoire commun, un laboratoire de phytochimie qui a été inauguré en 2006. Ce laboratoire, donc, il est sous une double responsabilité, Pierre Fabre et université, faculté de pharmacie. Et aujourd'hui, il est toujours en activité et Pierre Fabre assure les frais de fonctionnement et de l'équipement de ce laboratoire. C'est un laboratoire qui, puisqu'il est commun, va avoir 2 types d'objectifs, des objectifs académiques, missions académiques, et des missions plus tournées vers une valorisation industrielle. Pour ce qui est des missions académiques, elles sont les missions classiques d'un laboratoire d'université, avec une mission de formation. Nous accueillons des stagiaires, pharmaciens de M2 également au sein du laboratoire, et on les forme à la recherche. Nous avons réalisé un inventaire botanique, et d'ailleurs vous pouvez trouver dans la pièce d'à côté des exemplaires de la flore photographique du Cambodge qui a été réalisé en partie par Mathieu et par Bruno David. Et il y a effectivement des thèmes de recherche académique avec des publications qui ont été réalisées. Il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus tournés vers la santé publique et j'en détaillerai sûrement le plus important ensuite, ce sera le corps de la présentation. Pour ce qui est des valorisations industrielles, le laboratoire Pierre Fabre s'appuie sur cette structure pour s'approvisionner en plantes du sud-est asiatique, en extrait, puis pour monter des projets prospectifs. Alors, comme je vous disais, le projet le plus important qu'on a pu mener au sein de ce laboratoire et tourné vers le projet de santé publique, c'est ce qu'on a appelé le projet pharmacopée. Les plantes traditionnelles au Cambodge, en fait, n'ont pas un support scientifique, un support technique particulier. Vous les retrouvez principalement sur les marchés où les gens vont s'approvisionner. Il existe bien un centre national de médecine traditionnelle, mais il est dans un état assez difficile, je dirais. Et donc, tout cela pose des problèmes de sécurité, d'identification et de qualité de plantes. Et donc, ce que nous avons souhaité faire, en s'appuyant sur ce laboratoire, c'est de replacer les plantes médicinales, au cœur d'un système qui est capable de les accueillir, qui est le système pharmaceutique. Et donc pour cela, il y a 3 actions à mener. D'abord, rédiger des monographies qui permettent de définir les critères de qualité. Deuxièmement, créer un statut pharmaceutique de façon à pouvoir intégrer ces produits, ces plantes et les produits au sein même de la pharmacie. Et puis, ces produits finis, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut les distribuer en toute sécurité et choisir les plantes qui sont le support de ces extraits et de les distribuer soit dans des inventaires ou soit en pharmacie. On va voir cela un peu dans le détail. D'abord, pourquoi une pharmacopée? Rédiger des monographies. J'appelle monographie au sens strict du terme, description de la qualité de la plante avec les identifications, l'identification des falsifications et ainsi de suite. Mathieu vous dira cela beaucoup plus en détail, mais la pharmacopée est un recueil officiel qui permet justement de recueillir tous ces ouvrages-là et il sert de base à cette analyse de qualité des produits.
un statut capable d'accueillir au sein de la pharmacie les produits. Nous nous sommes appuyés fortement sur ce qui existait en France il y a quelque temps, qui était les usages traditionnels, les médicaments traditionnels, dits allégés, ce qui est amusant. Aujourd'hui, vous avez parlé de médicaments améliorés. En fait, on voit que les deux, même si c'est deux vocables complètement opposés, on veut dire la même chose. C'est-à-dire utiliser la tradition et se baser sur la tradition de façon à identifier des plantes, mais également des mots. Ça aussi, c'est important. Je pense, dans notre démarche, c'est quelque chose qui est différent par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire que la plante traditionnelle n'est pas là pour soigner des problématiques dures comme le cancer ou autre, mais plus focalisée dans un premier temps sur de la médication familiale. Et donc, créer d'abord un statut capable d'accueillir cela, ça c'est le problème de l'État cambodgien. Par contre, nous, techniciens en termes de phytothérapie, on est capable de phytochimistes, on est capable de définir les guidelines qui permettent justement de pouvoir inscrire un médicament dans un statut pharmaceutique. C'est ce qu'on appelle le dossier technique. Donc nous avons rédigé un tel document. Alors, je vais faire ça dans l'autre sens. Le troisième point, c'était la création d'une medicine box, qui a été d'ailleurs financée en partie par la Fondation Nippon. En fait, c'est mettre à disposition des populations, soit auprès des pharmaciens, soit dans les dispensaires, une boîte contenant les médicaments traditionnels qui sont là pour soigner ces maux de première intention. Et donc, avec une distribution de cela dans les dispensaires et un conseil qui va avec. Et donc, nous avions vocation de mettre au point des extraits végétaux qui justement, allaient être le support de ces médicaments au sein de ces boîtes. Alors, pardon, je reviens en arrière. Quelle a été la démarche que nous avons suivie ? Tout d'abord, nous avons élaboré une liste de plantes basée sur des examens bibliographiques, une liste de plantes utilisées au Cambodge, plantes médicinales, toxiques ou non toxiques. On a identifié 210 plantes. Ça permet déjà de classer, d'ailleurs, Champi, vous faisiez allusion à cela, les plantes qui sont toxiques et des plantes qui ne le sont pas. C'est la première étape. Savoir où c'est que l'on va. Quelles sont les plantes qui peuvent être utilisées sans effet secondaire fort. On a hiérarchisé ensuite ces plantes, savoir celles qui étaient plus ou moins fortes, plus ou moins sûres, ainsi de suite. Rechercher les monographies existantes. Ce n'est pas la peine si on veut faire une monographie, si elle existe, autant s'appuyer sur celles existantes, et en particulier existantes en Asie et en Chine, et adapter ces monographies aux exigences du Cambodge. En fait, réaliser ces monographies, ça a été le travail que va vous présenter Mathieu. Nous sommes appuyés bien sûr sur des parties prenantes qui sont le Centre national de médecine traditionnelle, comment identifier les plantes dignes d'intérêt. Là, on s'est appuyé bien sûr sur leurs connaissances avec celle des associations de médecins traditionnels, puis sur le ministère de la Santé, puis sur le Muséum d'histoire naturelle pour bien identifier ces plantes. Et tout ce travail qui va vous être présenté donc, a été supporté par la Banque mondiale qui s'est investie à nos côtés pour cela. Du coup, on arrive à cet instant du projet où on a un objectif qui est bien défini. On a un cadre qui a été mis en place, un cadre législatif. On a des partenaires identifiés, motivés. Donc on a également des ressources financières. Tout est en place pour que le projet puisse démarrer et se dérouler dans les meilleures conditions. Pour mettre en œuvre ce projet, pratiquement, il y a une première question qui s'est très vite posée, c'est quelle plante ? Le Centre national de médecine traditionnelle estime à 1000 espèces de plantes utilisées traditionnellement au Cambodge pour leurs propriétés médicinales. Personnellement, ça me semble majoré. Eux l'argumentent, ils ont publié beaucoup, ils ont tout un réseau de praticiens référencés dans tout le pays. Et donc c'est un chiffre qu'ils jugent crédible. Ça peut s'expliquer, le Cambodge il a eu beaucoup d'influence. Pendant l'apogée de l'Empire Khmer, il allait jusqu'au Myanmar, une partie bien sûr du Vietnam, de la Thaïlande.
une grande influence indienne et puis plus tard une influence occidentale, chinoise. Ce qui fait qu'effectivement, on a une grande diversité de plantes qui sont incorporées dans la médecine traditionnelle cambodgienne, des plantes natives du Cambodge, mais des plantes aussi, c'est surprenant, qui ont été introduites au Cambodge il n'y a pas si longtemps que ça. Donc nous, ce chiffre, il est important, il reflète une vitalité des plantes utilisées, une grande diversité, mais aussi une complexité. Beaucoup de plantes sont utilisées pour des raisons empiriques, thérapeutiques. On a aussi beaucoup, comme on l'a vu précédemment, de médications qui ont trait à la superstition, à l'astrologie, à la magie. C'est alors un exemple, par exemple la deuxième photo, c'est une plante qui s'appelle Hydnophytum formicarum. C'est les alvéoles, quand on coupe le tubercule, on a ces alvéoles dans la plante qui sont colonisées par des fourmis. Et ça, pour les Cambodgiens, ça ressemble aux alvéoles pulmonaires. C'est la théorie des signatures. Cette plante est utilisée dans beaucoup de pathologies liées aux voies respiratoires. Et puis également, comme dans beaucoup de pays de la région, les plantes ne sont jamais utilisées seules. Elles sont toujours utilisées en mélange. C'est un mélange de simples qui est adapté au profil du patient, à son parcours, à son itinéraire thérapeutique. Donc une grande complexité. Et nous, là-dedans, il faudrait identifier les plantes les plus importantes, les plus pertinentes pour réaliser ce début de pharmacopée. Alors on a beaucoup travaillé en interaction avec le Centre national de médecine traditionnelle et du réseau de tradipraticiens afférents pour mettre en regard la plante avec une indication thérapeutique pour des besoins primaires, comme le disait Bernard. Par exemple, pour une plante antipyrétique, quelles sont les plantes les plus vendues, les plus utilisées, les plus vendues dans les herboristeries, les plus prescrites par les tradipraticiens qu'on trouve au Cambodge? Ça va nous resserrer le choix. On saura en plus que c'est les plantes qui sont populaires au Cambodge et qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. En termes d'efficacité, de toxicité, effectivement, l'efficacité beaucoup en fonction des retours de terrain. On s'est aussi beaucoup appuyé sur de la bibliographie. Est-ce qu'il existe des études pharmaco? Est-ce qu'il existe des études cliniques? Est-ce qu'il existe pour la toxicité des études de toxicité aiguë, subchronique, tout un tas de choses qui pourraient appuyer cet usage traditionnel. Ça a été évoqué ce matin, une grande quantité de plantes traditionnellement utilisées au Cambodge sont en voie d'extinction. Parce que toutes ne sont pas cultivées, parce qu'il faut aller les chercher dans des forêts qui elles-mêmes ont tendance à réduire. Donc il y a une grosse pression anthropique sur certaines espèces qui fait qu'il y a des plantes qui sont beaucoup moins accessibles que d'autres aujourd'hui. Les indications thérapeutiques, on en a parlé. Quelles sont les pathologies qui ont un réel besoin sanitaire? Et là, on arrive finalement à 7 espèces, en regard de 7 indications thérapeutiques, qui ont été jugées comme de préoccupations majeures au Cambodge. Donc on retrouve des grands classiques, la fièvre, les problèmes digestifs, la constipation, la diarrhée, la digestion. Le stress, c'est très fréquemment remis sur le tapis au Cambodge, tout ce qui est lié au stress. Bien sûr, les diurétiques et tout ce qui est lié aux problèmes respiratoires. Pour chacune de ces pathologies, quelle était la plante qui était la plus fréquemment utilisée, la plus sûre, la plus efficace selon les critères précédemment décrits? Donc les voici, on a encore des grands classiques, l'Andrographis, le curcuma, le cassia, qui est même très utilisé ici. Des choses beaucoup plus propres au Cambodge, le Terminalia nigrovenulosa. On trouve les graines de lotus pour des propriétés sédatives, et puis des espèces un peu plus classiques pour le diurétique et l'antitussif. Et donc l'objectif à partir de ça, c'était de fournir aux usagers, aux pharmaciens et au gouvernement un outil qui leur permettait de garantir la qualité de ces matières premières. Donc des monographies, et 2 types de monographies, ça a été détaillé par le professeur Champy ce matin. Effectivement, le laboratoire de contrôle des médicaments au Cambodge, qui est bien outillé, qui a des HPLC, qui a des moyens qui sont bons, pourra bénéficier de techniques beaucoup plus évoluées que ce que va pouvoir mettre en œuvre quelqu'un en herboristerie ou dans une pharmacie. Donc 2 types de monographies associées à ces deux contraintes. Alors, on ne va pas toutes les faire, juste un exemple d'une plante assez bien connue qui est représentative. L'Andrographis paniculata. C'est une plante qui est fébrifuge, qui est beaucoup utilisée en Inde, c'est pas propre au Cambodge, elle est beaucoup utilisée dans plein de pays, mais elle est très utilisée au Cambodge pour ses propriétés antipyrétiques. Donc, on a travaillé sur mettre en avant des critères simples de reconnaissance de cette plante au niveau macro,
Quand elle arrive une fois séchée ou fraîche dans une herboristerie, est-ce qu'on peut la reconnaître? Si elle est séchée et broyée, est-ce qu'il est possible de mettre en place des techniques d'identification microscopique pour garantir effectivement que cette poudre de plante est bien de l'Andrographis paniculata? Et puis outre ces deux caractères d'identification macro et micro, si on veut amener un petit peu de chimie, une technique simple, par exemple ici, la CCM, ça pourrait être un spectrophotomètre UV visible, un test de colorimétrie, bon, des choses relativement simples à mettre en œuvre, pour vérifier que dans ma plante, dans cette poudre de plante, j'ai bien les traceurs attendus, des molécules qui sont caractéristiques de l'identité de ma plante. Et puis, si en plus on veut que ces monographies soient utilisées au niveau national dans un laboratoire agréé et bien équipé, et bien on a mis en place pour chacune de ces plantes une technique d'identification très souvent par HPLC, de façon là encore à identifier les différents traceurs recherchés et à les quantifier, de façon à pouvoir dire effectivement ma plante c'est la bonne, mais en plus j'ai mes principes actifs attendus dans les quantités, présents dans les quantités attendues. Donc ce travail il a été fait donc, sur le financement de la Banque mondiale pendant 2 ans, il s'est achevé en 2014. Les principales parties prenantes dans le domaine de la médecine traditionnelle au Cambodge ont été impliquées, les médecins traditionnels, le gouvernement, un laboratoire tel que le nôtre, une université. Et pourtant, aujourd'hui, ce projet, il est arrêté, il n'a pas été poursuivi par les autorités cambodgiennes. Donc ça ouvre un débat. Pourquoi ? Est-ce que c'est simplement un problème de financement ? Le gouvernement cambodgien ne l'a pas jugé prioritaire, il a arbitré, il n'a pas pu financer ce projet après nous. Est-ce qu'il ne se l'est pas assez approprié ? Est-ce qu'on se heurte aujourd'hui à des compétences techniques insuffisantes ? Personnellement, je ne crois pas du tout que c'est le cas. Est-ce qu'il y a une volonté gouvernementale tout simplement de se tourner vers un autre système de santé ? Parce que le Cambodge est aussi quelque part un cas particulier du fait de son histoire, où pendant la période des Khmers rouges, la population s'est retrouvée finalement avec pour seul et unique accès aux soins la médecine traditionnelle de façon non encadrée. N'importe qui pouvait se déclarer médecin traditionnel et essayer de se soigner pendant cette période avec ce qu'il trouvait dans la forêt et autres. Donc il y a eu énormément de dégâts au niveau de l'image de la médecine traditionnelle dans ce pays. Est-ce que ça peut expliquer aussi ce résultat ? La question ouverte, elle n'a jamais vraiment été tranchée, on n'a pas vraiment eu de réponse, mais c'est le cas. Étant donné l'étendue de toutes les choses qui ont été traitées aujourd'hui, je vais essayer de synthétiser un petit peu le contenu de cette journée en dégageant quelques points saillants, comme on dit, quelques idées qui sont revenues au cours des présentations. La première idée qui me paraît importante, c'est l'idée de manichéisme qui avait été lancée ce matin par M. Bruno David et qui a été reprise autour de la journée. J'espère en tout cas que cette journée a permis de voir les médecines traditionnelles et les pratiques qui leur sont associées d'un autre regard. On oppose souvent une médecine dite douce à une médecine dite chimique, une tradition à une modernité, alors que la réalité est finalement bien différente. Un autre point qui est également souvent revenu, c'est la pluralité des itinéraires thérapeutiques des patients, la pluralité des pratiques, alors qu'on parle souvent de médecine traditionnelle au singulier. Cette pluralité amène aussi à déconstruire certains a priori. On parle de la médecine traditionnelle chinoise comme un tout, uni, un ensemble, intégré au système de santé, alors que Mme Micoli nous disait que la Chine cherche à sortir un petit peu de ce modèle-là et qu'on n'a pas que ça. Romain Simonel nous parlait des médecines indiennes, en inversant un petit peu le regard, en sortant de ce regard qu'on peut avoir de médecine traditionnelle savante, et en mettant en lumière toutes les pratiques populaires qui gravitent autour des textes anciens en sanskrit. Au-delà de ces constats, un autre constat, c'est que les médecines traditionnelles et ces éléments qui gravitent autour des médecines traditionnelles reflètent le phénomène de mondialisation et de globalisation. Les médecines traditionnelles en subissent d'ailleurs les effets, notamment en termes de pression anthropique. À propos de cette mondialisation, il y a une question qui me revient au fur et à mesure, toujours en tête. C'est sur l'intégration que l'on fait des pratiques à nos systèmes de santé. Les traitements sont en effet parfois intégrés à nos modèles biomédicaux, mais le reste, l'ensemble du système nosologique, reste mis de côté.
on intègre l'acupuncture dans les pays occidentaux sans intégrer le reste du système nosologique de médecine traditionnelle chinoise. Alors, est-ce que c'est créer une hybridation des savoirs, pour reprendre le terme employé par Madame Nicolier, ou est-ce que finalement, pour reprendre d'autres termes utilisés par une auteure qui s'appelle Lucie Desjounet, on est en train de transformer ces pratiques en produits culturels de la mondialisation? Là encore, deux façons de voir les choses. Pour finir, ces médecines traditionnelles semblent soulever un certain nombre de défis pour demain. Le défi principal, ça reste la formation et l'information. Je pense que c'est une thématique qui est revenue suffisamment, autant ce matin que cet après-midi, à partir d'exemples concrets du terrain. La formation et l'information avec la nécessité d'attirer notamment les jeunes générations vers ces thématiques. Formation des tradipraticiens, formation des médecins, mais également développement des circuits de pharmacovigilance visant à assurer la qualité, notamment des produits de santé traditionnels. Pharmacovigilance, je dis pharmacovigilance de manière globale parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, je pense qu'il y a un risque, qu'il y a une limite au procédé de valorisation des médecines traditionnelles, qu'il y a un excès de valorisation, de s'intéresser uniquement aux médecines traditionnelles en laissant de côté ce qu'on appelle médecine conventionnelle ou biomédecine et de creuser les écarts de systèmes de santé qui sont déjà à plusieurs vitesses. Au-delà de toutes ces questions, un aspect me semble également très, très intéressant et très important. S'intéresser aux médecines traditionnelles, en dehors de toutes ces thématiques, c'est s'intéresser aux besoins de nos patients. Alors, besoins qu'ils expriment dans leur prise en charge. Et ça, c'est une thématique qui est valable au sud comme au nord, qui questionne notre approche biomédicale et qui l'encourage notamment à mieux prendre en compte les déterminants de la santé. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. J'aimerais remercier une nouvelle fois la Fondation Pierre Fabre, remercier Monsieur Cobert, qui a animé avec brio cette journée. Alors, il y a toujours une petite tradition ici, je crois, c'est de finir par une photo de famille, comme on dit, avec les intervenants de la journée et les administrateurs de la Fondation qui sont présents. Donc je vais tous vous inviter à venir monter sur scène pour cette photo de famille. Et avant d'aller boire un verre, je vous partage une petite citation qui est attribuée à Voltaire et qui est assez drôle surtout quand on connaît le regard acide de l'homme sur la médecine de son époque. Donc Voltaire semblait dire « L'art de la médecine consiste à distraire le patient pendant que la nature le guérit ». Je vous remercie de votre attention.